Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois Louvain Coopération ou quand les universités se mettent au service des pays du Sud. Comment sont choisis ces pays et les actions qui y sont menées? Comment se tissent les liens entre Louvain Coopération et les projets qu'elle aide? Quels sont les rapports entre cette ONG et l'Université catholique de Louvain? Voilà quelques questions auxquelles nous essaierons de répondre. Félix van der Stricht, docteur Christian de Klippel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Félix van der Stricht, vous êtes le directeur général de Louvain Coopération et vous, docteur Christian de Klippel, vous êtes le responsable santé de cette ONG. Mais avant d'entrer dans notre débat, je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné à Madagascar. Très bien. C'est comme chargée de communication pour Louvain Coopération que Manuela s'est envolée pour l'île Rouge, autrement dit Madagascar. Accompagnée de quelques journalistes, elle se rend à Belo pour l'inauguration d'un projet phare de Louvain Coopération. C'est l'occasion de faire connaître au grand public les actions de cette ONG de l'Université catholique de Louvain et ses projets de développement dans les pays du Sud. À Morondave, Manuela retrouve notre guide, Erud, un des responsables locaux de Louvain Coopération. Oui, ça va. Mais nous sommes loin d'être arrivés. Quelques heures de piste nous attendent encore à travers la région du Ménabé avant d'atteindre notre destination finale. C'est l'occasion pour nous de jeter un premier regard sur la réalité malgache. Madagascar compte 23 millions d'habitants. Depuis un coup d'État en 2009, le pays vit dans une instabilité permanente. Il a vu son économie s'écrouler et l'insécurité exploser. Aujourd'hui, plus de 80% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. La route s'arrête brutalement devant le fleuve Tséribine, véritable artère fluviale par laquelle transite toute l'économie locale. Nous sommes en période sèche et quelques heures ont été nécessaires pour rejoindre le fleuve. Lors de la saison des pluies, la piste devient rapidement impraticable. Plusieurs jours sont alors nécessaires pour accomplir le même trajet. À ce moment, le fleuve n'est plus navigable non plus et la région se retrouve isolée du reste du pays pour plusieurs mois. Le soir tombe rapidement sur la Tséribine. Nous attrapons le dernier bac pour Belo. Après une courte nuit, Manuela est prête pour le grand jour. En effet, aujourd'hui c'est l'inauguration du tout nouvel hôpital Saint-François d'Assise. Personne ne veut rater l'événement. Le Premier ministre malgache, le ministre de la Santé, les autorités religieuses sont tous là. Et bien sûr, les représentants de Louvain Coopération qui ont mis le projet en place. Cet hôpital va changer beaucoup de choses. Pour les opérations chirurgicales, il est très difficile pendant 4 mois de traverser le fleuve Tséribine pour arriver à l'hôpital de référence régionale à Morondave, 120 km. Et il y a beaucoup de décès pendant cette période-là. Pour le moment que l'hôpital est fonctionnel, ça va changer beaucoup. Et la population est très contente, et même le gouvernement, et même la région, c'est vraiment une action phare pour Louvain Coopération. Il existe bien un centre hospitalier à Belo, centre géré par l'État, mais celui-ci est un véritable mouroir, dénué de tout et où l'état sanitaire est catastrophique.
pallier à ce manque d'organisation de l'État, Louvain Coopération a trouvé à Madagascar un partenaire privilégié, l'Église. En effet, elle seule semble capable de gérer ce type de projet sans tomber dans les travers du pays, corruption et intérêt personnel. Plusieurs heures de discours ne viendront pas à bout de la patience des participants, qui se retrouvent finalement en ville pour fêter l'événement. Le lendemain, loin des flonflons, le calme est revenu sur l'hôpital. Le paludisme, les diarrhées, le diabète ou encore les infections respiratoires sont les principaux problèmes qui touchent la population locale. La petite équipe de base, composée d'un médecin et de sœurs hospitalières, sera aidée ponctuellement par des spécialistes venus de Morondave ou encore d'Europe. Comme cette pédiatre italienne, de passage dans la région pour quelques semaines. Ou encore Christian, le chirurgien qui dirige le programme santé de Louvain Coopération et qui, ce matin, enchaîne les opérations. Le bloc est équipé par un matériel minimum venu tout droit de Belgique. Mais un gros autoclave qui permettrait de stériliser tout cela rapidement serait quand même bien utile. Il sera donc sur la prochaine liste. Christian souhaiterait également former le personnel pour des gestes chirurgicaux de base, comme les césariennes par exemple. Mais il faudra encore du temps. Quant à la pharmacie, elle se complète petit à petit. Malheureusement, certains médicaments manquent encore à l'appel. Mais il est temps de quitter Bello. Et Ruth souhaite nous parler d'un véritable fléau qui règne sur la grande île et que le gouvernement n'arrive pas à endiguer. Ici, des kilomètres de forêt fument encore. Tous les 2 ou 3 ans, les paysans mettent le feu pour récupérer un peu de terre cultivable qu'ils abandonnent lorsqu'elles deviennent moins fertiles. Pour lutter contre cette déforestation, il ne suffit pas de reboiser. Il faut éduquer la population locale. Pour le père Vincent, elle était jusqu'à présent trop peu investie dans la recherche de solutions concrètes. Les problèmes qu'ils rencontrent sont toujours manque d'engagement de leur vie quotidienne, parce qu'ils vivent au jour le jour. Habitués pendant la colonie, ils ont habitué toujours d'être nourris par. Alors ça, c'est le gros problème. C'est une affaire disons, d'héritage, je dirais là. Alors ça les bloque beaucoup. Alors il n'y a pas de stimulation, disons, du point de vue intellectuel, parce qu'ils ont presque niveau 0 du point de vue de l'alphabétisation. Mais il y a aussi le problème que ceux qui auraient la possibilité de les entraîner, ils profitent plutôt que les aider. Et qui dit éducation, dit école. Dans ce village, chaque week-end, ce sont les adultes qui y retournent. Avec ses partenaires locaux, Louvain Coopération a mis l'accent sur l'alphabétisation. Auparavant, les parents n'étaient pas motivés à envoyer leurs enfants à l'école. Mais ces temps-ci, les adultes se rendent compte qu'un minimum de connaissance de la lecture et de l'écriture est importante, surtout pour les démarches administratives. Ils comprennent les erreurs et les lacunes de leur éducation passée. Il leur arrive même de corriger les enfants qui ne veulent pas étudier. Mais sur les bancs de l'école, on n'y apprend pas qu'à lire et à écrire. Cet instituteur a relevé un autre défi. Chaque jour, il se transforme en jardinier et les élèves mettent la main à la terre. Ils apprennent à cultiver, mais aussi à gérer leur production. L'objectif de ces jardins scolaires est d'apprendre tout d'abord aux enfants comment on s'occupe d'un jardin. Ensuite, cela a un côté social aussi. Les produits sont vendus pour aider les familles des enfants qui en ont besoin en cas de maladie ou de décès, par exemple.
Pour cultiver, amener l'eau est essentiel. Des puits qui serviront à irriguer, mais qui seront aussi destinés à l'eau potable. Dans ces villages, derrière les cases, des potagers se sont créés petit à petit. Ils s'y cultivent à peu près tout. Les légumes récoltés sont aussitôt mis sur le marché. Une véritable révolution agricole qui propose des fruits et des légumes très diversifiés pour des familles dont la base de l'alimentation était jusqu'alors essentiellement composée de riz. Alors pratiquement, qu'est-ce que vous leur donnez? Donc par exemple, pour le cas des jardins, on donne des semences, on donne de l'arrosoir, on donne des petits matériels pour essayer donc, pour leur permettre de travailler le sol. Et pour la dame qui travaille sur les nattes, là, donc il demande donc le quoi là, il y a le truc, le couleur et tout ça, comme quoi il peut colorer donc les matières premières. Donc ce donne donc des petits montants qui servent donc à démarrer leur activité. Nombreux sont les exemples de ces petites activités. Mavoatoki est l'un de ces nombreux villages de la région uniquement accessibles par le fleuve. Nous nous y rendons pour découvrir un élevage de canards. Les Malgaches sont friands de leurs œufs qui seront vendus dans les villages environnants. Autre exemple de l'aide de Louvain Coopération est la distribution de moustiquaires aux populations locales. En effet, ici à Madagascar, le paludisme fait des ravages. Et le simple fait d'installer des moustiquaires dans les cases suffit à faire chuter le paludisme de moitié. Dans la région, les familles ont des façons très sommaires de conserver leurs récoltes. Tout simplement accrochées aux habitations ou entreposées dans des granges rudimentaires, elles sont à la merci des voleurs et surtout des intempéries. Louvain Coopération a entrepris la construction de greniers plus solides, communautaires cette fois. Ainsi protégés, les récoltes permettront aux villageois de mieux supporter les périodes de disette. Une autre difficulté qui est liée à Madagascar, c'est la période des cyclones, la période des grandes pluies, où toutes les activités sont au ralenti. Un exemple que je donne, en 2014, on avait réalisé beaucoup d'actions, mais en janvier 2015, tout a été détruit. Les puits, les jardins d'occasion, les potagers, l'élevage des porcins, tout a été emporté à la mer. Et on recommence à zéro. Pour la région de Morondaf, la quinzaine de collaborateurs de Louvain Coopération a donc du pain sur la planche, aussi bien du point de vue alimentaire que sanitaire. Les enjeux sont nombreux et vitaux pour les populations locales et rien n'est gagné d'avance. Heureusement, avec leur enthousiasme et leurs compétences, les animateurs de Louvain Coopération sont prêts à relever le défi. Philippe van der Stricht, Louvain Coopération, c'est quoi exactement? Alors, on est une ASBL qui a un agrément d'ONG du gouvernement belge. Et donc, on a une mission de coopération-développement avec en plus un lien spécial avec l'Université catholique de Louvain qui fait qu'on travaille autant que faire se peut avec des étudiants, des chercheurs, des professeurs. Et pourquoi est-ce qu'une université a besoin d'une ONG comme la vôtre? Alors, on connaît les universités parce qu'elles font de l'enseignement et de la recherche, mais en fait, elles ont une troisième mission qui s'appelle le service à la société et qui est la mission qui fait sortir l'université de sa tour d'ivoire et qui fait qu'elle s'implique dans la transformation de la société. Donc, il y a toute une série d'ASBL et nous sommes l'ASBL pour tout ce qui est solidarité internationale. Dans le cadre de solidarité internationale, elle se décline dans quel champ exactement? On l'a vu, il y a la santé. Historiquement, on marche sur deux jambes, si je puis dire, la santé et l'agriculture.
Et à partir de là, il y a tout un tas d'autres activités qui se développent liées à la mutualisation des soins de santé, à l'économie informelle, à l'économie sociale, l'alphabétisation, la défense de certains droits, la lutte contre des maladies non transmissibles comme le diabète, les problèmes de santé mentale, l'hypertension, etc. On essaie d'être très large pour pouvoir travailler avec l'ensemble de l'université. Aujourd'hui, Louvain Coopération, ça comporte combien de personnes, plus ou moins? On est à peu près 25 à Louvain-la-Neuve et on a une soixantaine de collègues répartis dans nos 8 pays d'intervention. Et vos rapports avec l'Université catholique de Louvain, quels sont-ils exactement? Ils sont très bons. Ça, je m'en doute. Donc plus sérieusement, notre conseil d'administration est composé en majorité de personnel provenant de l'UCL. Et on travaille de manière structurée avec certaines chaires de recherche ou avec certains professeurs. On intervient dans des cours, on fait de la récolte de fonds avec l'université, on peut monter des projets avec la Fondation Louvain qui va chercher des donateurs au sein du réseau d'entreprises autour de Louvain-la-Neuve, etc. Donc c'est très multiforme et très large comme type de collaboration. Docteur Christian de Clipele, on vous voit dans le reportage qu'on vient de voir, vous rentrez de Bolivie, excusez-moi, mais vous passez votre temps à opérer dans le monde entier? Non, pas exactement. Ma principale fonction au sein de Louvain Coopération est de coordonner le programme santé. Et donc, j'ai plusieurs fonctions, mais ma fonction principale est surtout, essentiellement, de soutenir les programmes santé en fonction du contexte local. Ce sera tout à fait différent au Cambodge qu'en Bolivie, qu'en République démocratique du Congo, ou que ça pourrait être dans les pays que l'on va faire par la suite, comme le Burundi. Mais ici, on vous voit quand même dans le reportage, on vous voit opérer. Tout à fait. En fait, le programme a été, j'ai envie de dire, un long combat avec les partenaires malgaches pour développer un hôpital dans un district sanitaire qui n'en était pas pourvu et qui était complètement isolé au niveau géographique lorsque c'est la saison des pluies. Donc de ce côté-là, j'ai utilisé beaucoup plus mes fonctions de chirurgien pour appuyer la transformation d'un centre de santé en hôpital afin qu'il puisse prodiguer les soins que doit donner un hôpital, à savoir des soins chirurgicaux en plus que tous les soins qui se donnent dans un centre de santé. Vous avez cité la Bolivie, vous avez le Cambodge, le Congo, Madagascar, on vous a vu. Est-ce que vous voyez une différence dans l'approche des soins de santé en fonction de ces différentes cultures? Oui, elle est vraiment très importante. Je pense que chaque pays est à son niveau de contexte. Il y a des différences que je pense assez impressionnantes. Suivant la Bolivie depuis 10 ans, je vois la transformation, le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de financement pour assurer les routes, pour assurer donc les soins de santé, les constructions d'hôpitaux, mais pas que les structures, la formation des gens, l'alphabétisation. On voit clairement qu'il y a un progrès terrible dans la santé parce qu'il y a un progrès terrible dans l'économie du pays. D'autres pays sont dans une situation beaucoup plus complexe et difficile. Et vous le devinez, il s'agit de la République démocratique du Congo, avec le contexte extrêmement difficile qu'elle vit, et Madagascar qui se rapproche un petit peu de la République démocratique du Congo au niveau contexte de base, pauvreté extrême, insécurité qui s'ajoute. Donc, on ne travaille pas en Bolivie comme on travaille à Madagascar. Comment est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec les populations parce qu'elles ont quand même leur langue, on l'a vu dans le reportage. Comment est-ce que vous arrivez quand même à communiquer? Vous travaillez chaque fois avec des traducteurs ou bien? Alors, on ne parle pas toutes les langues malgaches, khmer, etc. Et depuis longtemps, Louvain Coopération travaille avec des équipes de Louvain Coopération, mais qui sont implantées dans les pays d'intervention. Et donc, on a quelques collègues belges et français, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et puis, tous nos autres collègues, ce sont des gens du cru, qui proviennent soit de la région, soit du pays, et donc qui maîtrisent les dialectes, langues et idiomes locaux. Et comment sont choisis finalement ces pays?
Est-ce que c'est les pays qui font appel à l'Université de Louvain qui vous fait appel à vous? Ça se passe comment? Est-ce que ce sont des contacts interpersonnels? Si on devait répondre à toutes les demandes qu'on reçoit, on devrait travailler dans une cinquantaine de pays, mais ce n'est pas possible. Et donc les pays dans lesquels on travaille actuellement, ce sont des pays dans lesquels on est depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, voire dans le cas de la République démocratique du Congo depuis 1928. Et donc il y a une partie d'historique qui fait qu'on travaille dans ces zones-là. Notre volonté, c'est de rester sur des pays qui sont les plus fragiles, comme le Burundi, la République démocratique du Congo, Madagascar, et de garder un pied dans différents continents, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Mais ça peut changer. On est en train de faire des prospections pour ouvrir des projets au Burkina Faso et au Rwanda, par exemple. Docteur Christian de Kepler, qu'est-ce qui fait qu'un chirurgien choisit tout d'un coup, ou peut-être pas tout d'un coup en fait, de donner voilà, sa carrière professionnelle à Louvain Coopération? Je pense que c'est assez simple. J'ai commencé ma carrière de chirurgien comme service civil à l'époque. Pour ne pas faire le service militaire en Allemagne, on pouvait faire 2 ans de service civil. Je suis parti au Tchad pendant 3 ans avec Médecins sans frontières et j'ai été très impressionné par peut-être la force de l'activité chirurgicale, mais ses limites, en disant que ce n'était qu'une toute petite partie de la santé et que si on voulait vraiment avoir une santé plus durable, continue, intégrée, il fallait s'élargir. Et donc, tout naturellement, progressivement, j'ai été attiré par ce qu'on appelle la santé publique et qui vise une politique beaucoup plus large de santé. J'insiste pour dire que la chirurgie est importante, mais n'est qu'une partie de la santé. Il y a tout le reste, les vaccinations, la promotion, la prévention. Et donc, progressivement, je suis rentré dans une ONG qui encadrait un hôpital au sud Kivu. Et cette ONG a fusionné avec Louvain Coopération. Donc, de fil en aiguille, je suis entré dans le monde des ONG de développement qui me paraît être un système, si je puis m'exprimer ainsi, qui me paraît puissant pour essayer de modifier un petit peu notre monde, et en tout cas en ce qui me concerne, la partie santé. Quand vous voyez tous les projets que vous soutenez à Louvain Coopération, vous n'avez pas le sentiment, est-ce que c'est une goutte dans un océan ou vous dites non, vraiment, on participe à la construction d'un monde plus juste? Je veux dire que c'est les deux à la fois. C'est une goutte dans l'océan parce que, évidemment, on ne va pas sauver le monde en 2 coups de baguette magique. Mais en même temps, si on ne le fait pas, il ne se passera rien. Et c'est comme pour le climat, pour la COP 21. Si personne n'agit à son niveau, au final, il n'y aura rien. Et donc ce qu'on fait, on sait qu'on a un impact peut-être limité, qu'on ne va pas changer la vie de millions de personnes, mais on doit le faire parce que si on ne le fait pas, les choses vont s'empirer d'une part, et d'autre part, les bonnes idées ne vont pas émerger et permettre de changer des dynamiques sociales, politiques ou économiques. Et comment est-ce que vous conscientisez alors les étudiants, puisque c'est une ONG qui est en lien avec l'Université catholique de Louvain, comment est-ce que vous conscientisez les étudiants à ces réalités-là? Par des témoignages, Alors on a un département qui est spécialisé dans cette thématique-là. C'est pour nous très important de considérer l'université comme l'endroit où sont formés les futurs, je ne vais pas dire élites, mais les futurs travailleurs, les futurs cadres dans tout un tas d'entreprises, de services publics, etc. Et c'est important que ces jeunes-là arrivent dans leur carrière professionnelle avec une éthique, un background sur tout ce qui est relations internationales, l'inégalité nord-sud, etc. Et donc on intervient dans les cours à travers ce qu'on appelle les cours métistes, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, qui viennent témoigner dans la matière du cours, que ce soit en biologie, en anthropologie, en sciences politiques. On fait des expositions, on fait des pièces de théâtre, on a une campagne annuelle avec toutes les autres universités de Belgique qui se déroule en mars, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Campus Plein Sud. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui existent et qui vont du très simple au très compliqué avec des stages, etc. etc. Je me permettrai d'ajouter que depuis quelques années en plus, Louvain Coopération soutient les stages des étudiants en médecine de 6e année afin qu'ils puissent pendant 3 à 4 mois
voir une fois une autre médecine, que ce soit au Pérou, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Rwanda ou en Afrique du Sud, de voir que notre médecine qui a tendance parfois à être trop technique, trop hospitalière, eh bien il faut tenir compte d'un contexte vraiment important. Pourquoi tel patient n'a pas suivi tel circuit? Parce qu'il n'avait pas l'argent, parce que c'était impossible, et que ça permet à ces étudiants j'ose le dire, de se modifier profondément. Quand ils reviennent, qu'ils deviennent grands spécialistes, qu'ils deviennent médecins généralistes ou autre chose, ils ne sont plus les mêmes. Justement, vous les rencontrez, ces étudiants en médecine, en tant que chirurgien? Est-ce que vous participez à ces cours dont on a parlé? Est-ce que vous allez aussi témoigner à la faculté pour donner le goût de découvrir une autre manière de vivre la médecine? Oui, certainement, de deux façons. Par exemple, demain, je vais à un cours métis où un professeur qui enseigne les vaccins d'une façon extrêmement technique demande à Louvain Coopération, ici, pour la santé, c'est pour moi, d'expliquer comment ça se déroule réellement. Quelle est la problématique autour du vaccin, parce qu'il y a la partie scientifique pure, et puis pourquoi des gens ne se vaccinent pas, pourquoi ils se vaccinent, quel est l'enjeu, et de le voir avec un reflet, un contexte sud. Ça ne se fait pas qu'avec moi, ça se fait avec des personnes de GSK, donc la société qui produit les vaccins, ça se fait avec des partenaires congolais qui sont sur le terrain, et puis aussi je participe disons, à la préparation de ces étudiants en médecine pour qu'ils n'arrivent pas dans le Sud, je dirais, complètement naïfs et que le choc ne soit pas trop rude. En visitant votre site, j'ai découvert que vous proposiez une carte solidaire. C'est exact. Félix, peut-être nous expliquer brièvement ce que c'est? Oui. Alors, quand on s'inscrit à l'université, on peut, dans son formulaire d'inscription, cocher la carte sport ou la carte culture, qui donne accès aux infrastructures sportives ou culturelles. Et on a réussi à monter ce projet-là qui permet aux étudiants d'une part, de montrer ou de s'engager dans la solidarité internationale avec Louvain Coopération, avec cette carte-là, de pouvoir également avoir tout un tas de réductions d'avantages dans les magasins équitables, bio, circuits courts, etc. Et une partie du montant de la carte va alimenter un fonds qui est co-géré par l'UCL, l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain et Louvain Coopération, et qui va financer les projets de solidarité des étudiants sans que ça soit obligatoirement lié à l'Afrique ou à l'Amérique latine. Donc, par exemple, via cette carte-là, il y a des étudiants qui ont mis en place un projet de soutien à la scolarité des enfants de détenus à la prison de Tournai. Également un projet d'informatisation d'écoles au Congo. Donc c'est vraiment très, très, très large et ça permet aux étudiants d'activer leur volonté de solidarité. C'est juste pour les étudiants ou bien tout le monde peut acquérir cette carte? Alors, au départ, c'était juste pour les étudiants. Et après 2 ans, le personnel de l'UCL a toqué à la porte en disant « ça nous intéresse aussi ». Et on est en relation privilégiée avec une union de mutuelles qui s'appelle MLOZ, Partenamut, Euromut. Et leur personnel est aussi intéressé par cette carte. Donc, on est en train de voir comment ça peut s'étendre au bénéfice de tous. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter toutes les activités liées à Louvain Coopération. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.